Mais regardez, regardez cette belle image, 25 degrés à Paris. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, car grâce à l'aide, grâce à la complicité des équipes de France Télévisions, j'ai pu entrer dans les coulisses technique de Roland-Garros. Ça signifie quoi? La création du son en Dolby Atmos en temps réel, la création des images Ultra HD, 4K HDR ici. On va aller dans les cars régie, on va interviewer des techniciens. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va assister à une sorte de répétition de ce qui se passera techniquement pour les JO. Puisqu'en effet, c'est France Télévisions qui va gérer les JO. On ira faire également un petit tour du côté de la recherche et développement avec des innovations de folie liées à l'Apple Vision Pro, au Quest 3. Bref, vous allez certainement halluciner comme j'ai halluciné quand j'ai tourné cette vidéo, parce que là je mets l'intro après l'avoir tournée et j'ai appris des trucs de folie et on va avoir des images absolument exclusives, totalement exclusives. Et dans quelques instants on va retrouver Yannick de France Télévisions à l'entrée du car régie qui va tout nous expliquer. Ça sera notre guiding light, monsieur loyal de cette vidéo. C'est parti, restez bien dans le coin, vous allez voir, c'est dingue, dingue, dingue. Il en fallait un, le voici. Salut Yannick. Salut Pépé, salut tout le monde, salut la communauté. Mais oui, la communauté. Alors Yannick, il faut que je commence par dire que c'est grâce à toi que je suis ici. Faut le dire. Et grâce à France Télévisions. Surtout grâce à France Télévisions. Qui a dit OK, le PP, on y va. Ben oui, exactement. Et qui es-tu toi Yannick? Je suis ingénieur sur les moyens audiovisuels que nous mettons en œuvre. Et cette année, je travaille plus particulièrement sur la diffusion UHD, HDR, Atmos pour les Jeux Olympiques. Donc est-ce que tu es en train de me dire que ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà une sorte de répétition de ce que les gens auront techniquement pour les JO? Exactement, c'est totalement ça. On est là en train de faire Roland-Garros qu'on diffuse sur France 2 UHD. Parce que grâce aux Jeux Olympiques, on a lancé une nouvelle déclinaison de notre chaîne France 2 HD, donc c'est la même, mais elle est en UHD. UHD 4K. Donc. UHD 4K HDR, donc c'est du HDR10 format de diffusion en PQ, parce que je sais que tu adores les termes techniques, donc je le place. Le PQ je le place. de Dolby. En PQ, exactement. Donc Yannick, dis-moi, parce que là on est devant le car régie, enfin un des cars régie, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va aller où? Dans cette vidéo, on va visiter le car régie. Et donc ce car régie, c'est un car régie dit d'habillage parce qu'il va récupérer le flux de tous les cours qui sont produits par un autre prestataire et qui sont diffusés et donnés en fait à l'ensemble des repreneurs, parce que France Télévisions ne produit pas le match sur le Philippe Chatrier ou autre. France Télévisions produit son plateau télé, et donc on récupère tous ces flux, pour certains en UHD, HDR, pour certains en Full HD, 1080p 50 SDR, et donc tous ces flux là on les agrège, on récupère l'audio, tous les signaux audio, on en fait de l'Atmos, et une fois que ce flux est fini, donc ce que vous voyez à la télé, on va l'envoyer jusqu'à France Télévisions. Et cette année on est encore sur une grande première pour la partie ultra haute définition. On adore faire des grandes premières, on adore tester des choses. C'est que ces flux HD, on les envoie en IP non compressé. Alors, on va commencer parce que vous allez apprendre dans cette vidéo que Yannick parle beaucoup technique, et que je vais passer mon temps à le reprendre en disant peut-être que les gens ne comprennent pas. Alors le flux, en IP c'est quoi? En IP, c'est de l'informatique, c'est du réseau. C'est comme si vous étiez sur votre ordinateur et que vous regardiez une vidéo en streaming, mais là on fait du temps réel. Voilà, il y a de l'IP et du SDI. Le SDI, c'est une sorte de fibre, de coax, voilà. Voilà, exactement. Mais là, tout ce qu'on envoie en UHD, on le fait en IP et on le fait en temps réel. C'est-à-dire que on a, entre ce car régie et le bâtiment de France Télé qui est à 5 km, on a de la fibre optique, fibre noire, sur 2 boucles totalement séparées. Et ça, c'est assez incroyable. Et tu connais le débit de la fibre noire? Eh bien oui, c'est 100 gigas. Et donc on a des modules optiques qu'on met de chaque côté sur nos switches. Donc nos switches, c'est un équipement informatique qui va transporter le réseau. Et on éclaire, donc on a des modules qui sont capables d'aller jusqu'à 40 km. Et donc de l'autre côté, à France Télévisions, on a la même chose. Et donc chaque image, chaque son est envoyé 2 fois, pour la redondance. Si jamais on a une coupure fibre avec une petite pelleteuse qui vient pendant le tournoi de Roland-Garros, on a toujours l'autre chemin qui passe. C'est possible, c'est pour ça qu'on sécurise tout. C'est fabuleux. Alors que tu m'expliques bien, que les gens sachent, dans cette vidéo, on va donc rentrer dans le car, interviewer également des gens pour le Dolby Atmos. Exactement, parce qu'on produit donc de l'audio en immersif, en 5.1.4, qui vous donne du Dolby Atmos chez vous grâce au codec AC4. Dolby AC4. Dolby AC4. Et ce qui est assez dingue, c'est aussi une grande première, c'est que quand vous regardez le flux UHD sur la TNT, quand vous allez être sur un live natif UHD, donc de Roland-Garros, vous aurez à disposition l'Atmos. Mais quand vous allez repasser en pub, parce qu'on est aujourd'hui encore en HD malheureusement, ça prend du temps, et votre télé va se régler et elle va repasser en configuration stéréo. Et donc c'est un changement, une bascule au niveau de la partie audio qui se fait chez le téléspectateur. Cette bascule, elle est pilotée depuis le car régie. Et on va rentrer justement dans peu de temps dans ce car régie pour voir des trucs de ouf.
sommes où? Alors ici on est dans le car régie UM1 toujours évidemment et là on est dans la partie vidéo donc plutôt ingénierie et là en fait on peut monitorer les différents départs du car. Alors Yannick, ce car fonctionne en Ultra HD 4K et en HDR. HDR. Effectivement, HDR et Atmos bien sûr. Et donc on va livrer le premier signal en UHD HDR et ça va passer par une technologie full IP, donc en 2110. Donc ça c'est assez novateur pour nous. Donc IP 2110 c'est une norme de transport des flux qui est le successeur du SDI. Et en fait maintenant avec le 2110 on a un module optique, donc ça c'est un module optique 100 Go qui va permettre de faire transiter ces flux. Et donc dans un module comme ça on est en capacité de faire passer 8 flux UHD aller et 8 UHD retour. Parce qu'en fait le débit est juste faramineux, on parle d'environ 10 gigabits par seconde pour une vidéo UHD. C'est ouf. C'est ouf, ouais. Mais la production ici se fait entièrement en ultra haute définition. Donc finalement, la dégradation du signal ne se fait qu'à la fin. C'est triste à dire, mais ça a été toujours comme ça. C'est qu'ici, vous produisez en Ultra HD 4K et après, on le redescend quelquefois en Full HD parce qu'il faut le faire. Alors ici, c'est quand même... on l'a fait depuis bien 10 ans, mais c'était de l'expérimentation. Mais là, cette année, on le diffuse sur France 2. Ouais. Avant, c'était un canal événementiel. Mais grâce aux Jeux Olympiques, on a réussi à obtenir l'autorisation de diffuser France 2 en UHD HDR et Atmos. Et donc pour nous c'est vraiment une répétition de faire Roland Garros dans ce format. En fait Roland Garros, les signaux sont déjà proposés en ultra haute définition. On a un car ici qui est basé sur l'ultra haute définition, du SDI, de l'IP, il sait tout faire. Donc pour nous c'est un pur bonheur de produire Roland Garros en UHD en fait. Donc quand on est ici, on a des images qui sont à la fois Ultra HD 4K parce que vous produisez en Ultra HD 4K, qu'on peut downscaler, mettre en Full HD. De l'autre côté, on a donc la régie. De l'autre côté, on a du son qui est en stéréo, en 5.1 ou 5.1.4 Dolby Atmos. Vous faites tout, vous êtes omniscient dans ce car. Tout vient d'ailleurs, mais ici, c'est la centrale de rassemblement. C'est ça, c'est la force de ce car et c'est la force de tout le traitement en amont, en aval, de pouvoir s'adapter à tous les formats. Parce qu'en fait, il y a aussi des cours qui ne sont pas produits en ultra haute définition parce que ça coûte trop cher. Et donc ceux qui vont être quand même faits en 1080p 50, c'est-à-dire SDR, Full HD, 50 images progressives par seconde, mais parfois SDR, pas toujours HDR standard. SDR standard. Exactement. Et donc ça, on est en capacité de les reconvertir pour les repasser en HDR, HLG, hybride, log, gamma. On traite tout. On s'adapte à tout en fait. On est capable de tout récupérer, mais à la fin, on sort de l'ultra haute définition HDR. Et pas de Dolby Vision cette année? Non, pas de Dolby Vision. Je suis surpris. Vous n'avez pas annoncé un truc en Dolby Vision? Non, pas de Dolby Vision. Pas encore. Mais pas encore de Dolby Vision, pas encore d'HDR10+. Mais le HDR10+, je vais vous dire encore. Bon, mais le Dolby Vision, parce que quand on avait fait une vidéo il y a 5 ans, je crois qu'ils étaient en démonstration de Dolby Vision avec la NHK et avec Dolby. Et cette année, je ne l'ai pas vu arriver, mais c'est pas la mort. Pas de Dolby Vision. En fait, le vrai problème du HDR dynamique, ce sont les métadonnées. Aujourd'hui, pour faire l'Atmos, on a aussi besoin de métadonnées et on a des standards qui viennent de sortir pour nous permettre de transférer ces métadonnées et de les exploiter jusqu'aux téléspectateurs parce qu'il ne faut pas qu'on perde des informations. Mais aujourd'hui, pour le HDR dynamique, on n'est pas encore capable de faire ça en live. Ou alors, en fait, on va faire travailler un algorithme en fin de chaîne. Voilà, donc bon, c'est pas terrible. Vous allez bidouiller. Donc tout ça pour afficher un logo sur une télé. Ouais. Voilà, on ne peut pas le faire. Dans ce cas-là, il va être à France Télévisions, donc au siège, et il va récupérer donc les 52-54 signaux de tous les sports. Il va les récupérer donc en UHD natif, on fera une vidéo PP, t'es le bienvenu quand tu veux, pour montrer ce dispositif. Il va prendre toutes les images du plateau qui va faire la continuité antenne, et il va tout mixer pour la diffusion sur France 2 UHD. Et c'est ouf. Ouais, c'est une super répétition qu'on fait là. C'est ouf et on est à la pointe de la technologie, donc on apprend encore, il y a des petites erreurs. Et on débug le système pour être vraiment prêt pendant les Jeux Olympiques. Parce que pendant les Jeux Olympiques, ça va être toute la journée, du matin jusqu'au soir, en ultra haute définition. Et HDR, Atmos. Et le 8K n'est plus dans la boucle, on en a parlé tout à l'heure avec tes confrères, mais le 8K n'est plus dans la boucle, alors que quand on était ici avec, à l'époque, Bernard Fontaine, il disait on a une caméra 8K, on peut faire des zooms dedans, et des trucs de ouf, quoi. Ouais. En fait, l'expérimentation, c'est bien, mais avoir ça en production, en permanence, au quotidien, c'est quand même mieux. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on se concentre sur l'ultra haute définition, ce sont des moyens colossaux, vraiment un investissement phénoménal pour arriver déjà à ça. Et c'est très 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 lourd. C'est comme ça que je voyais venir, au fur et à mesure. Bien sûr, mais il faut aller vers l'ultra haute définition. Et malheureusement, on a quand même l'euro qui va se faire en 1080p 50, tout de même HDR, Full HD 50p. Mais nous, on mise clairement sur l'ultra haute définition. Alors, on fera sûrement pas 4K. Voilà, nous, on fera sûrement pas tout en ultra haute définition 4K.
Mais tout ce qu'on pourra le faire, on le fera. Bah oui. Parce que ce sont des moyens très compliqués. Je vous parlais de un flux UHD qui sort ce départ-là. Donc il y a un départ principal et un départ secours qui passe en IP. En IP, donc sur réseau informatique, c'est du multicast. Et ça représente 8,70 gigabits par seconde. Hein. Je pense qu'une Freebox Ultra ne peut même pas faire passer un flux. Hein. Je crois qu'on s'arrête à 8-10 gigas, ça passe pas. Et là, on a 2 flux qui sortent du car. Et il faut imaginer que pendant les Jeux Olympiques, on en a 55. Hein. Mais on dit un secteur pro, les gens regardent ça parce qu'ils reçoivent un truc chez eux. Je pense qu'ils n'ont aucune idée de la façon dont c'est fait avant. Et c'est pour ça qu'on est là pour montrer. On est là pour montrer. Ouais. Et là, on prend l'antenne dans quoi, 30 secondes. Bah, c'est pour ça que je vais me taire et on va s'en aller ailleurs parce que ça va être la prise d'antenne. Donc là, tu as les gens qui font la vision. La vision, c'est la colorimétrie des images en live. Et donc là, nous, on a notre plateau sur lequel on peut jouer au niveau de la colorimétrie parce que les cours, ce sont des images produites par une autre société qu'on reçoit tout fait. Et nos caméras sont ultra haute définition 4K, 50p, HDR, HLG. Et ces personnes-là, avec ces télécommandes, vont régler cette vision. Donc ce qui est assez énorme, c'est qu'on peut voir les oscilloscopes. Et donc là, on ne va pas s'arrêter à 100 candela, 100 nits. On va monter jusqu'à 1000 sur des brillances. Donc on a un niveau moyen tout de même à respecter pour pas que les gens prennent le soleil chez eux. Pour pas que ça crame. Parce qu'en fait avec les télé OLED... Attention. Top antenne. Top antenne. Ouais, c'est très bien comme ça, merci. Ils sont dans top antenne, ça y est. Donc là, on a étalonnage des couleurs en direct. Exactement. Avec les bandes d'étalonnage, voilà, ici, le spectro. Vous travaillez directement en BT2020 ici. Exactement, BT2020. Et tu peux le voir sur les oscillos si tu zoomes bien. C'est écrit en haut HLG 2020 et on voit les nits là, ce qui est intéressant sur la droite. Et donc ça peut monter jusqu'à 1000, même encore plus que 1000 sur des infras blancs. Et donc si on a une brillance, en fait, on va être capable de voir un point lumineux très élevé. Et on a une dynamique qui est juste exceptionnelle. Mais je suis en train d'assister à un truc de fou parce que je l'avais jamais vu comme ça. Et là, tu nous fais un cadeau incroyable, Yannick. Tu te rends pas compte, France Télé nous fait aux gens qui nous regardent un cadeau incroyable. Étalonnage des couleurs, c'est ça, en direct. Et tout est temps réel. Le car fonctionne sur une norme vidéo qui s'appelle le SDI, qui permet le transport des flux en 12 gigabits par seconde. La vision, est-ce que vous m'entendez ? Et là, tu vois le rouge, en fait. Dès qu'une caméra est à l'antenne, on va voir le numéro qui va passer en rouge. D'accord. Donc, tu as toutes des logiques, en fait, avec le mélangeur, parce que la personne, donc la réalisatrice, quand elle va commuter une caméra, ça va changer. Comme ça, la personne qui fait la vision, on appelle ça comme ça, va être en capacité d'ajuster et d'augmenter le diaphragme, donc l'iris, l'ouverture de la caméra. Bien sûr, elle le fait en live. Il fait en live fait, le avec diaphragme. Exactement. Avec l'espèce de bouton qui monte, qui descend. Alors là, on va pas le faire parce que sinon, on va impacter directement. Oui, non, moi je ne touche à rien. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que ce que tu fais là, en fait, est fait en instantanéité. Tu vois, exactement. Hop. Et là, il va switcher. En appuyant sur les boutons rouges, on va switcher et il va regarder sur l'oscillo si tout est conforme. Le but, c'est que le blanc soit conforme avec sur toutes les caméras. Ce qui est dingue, c'est qu'on le fait en HDR. On a des moniteurs qui sont en HDR, on a une qualité vraiment faramineuse et on est non compressé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la meilleure image possible. Ce qui est fou, c'est que moi, je suis ici, je le vois, le HDR. Tu vois la dynamique, en fait. Ouais, à l'arrière, c'est pas tout blanc, tout cramé comme on verrait sur la version HD. C'est dynamique. C'est sublime. C'est sublime, et quel choc. Yannick, qu'est-ce que c'est ici? Qui sont ces gens? Alors ici, Pépé, c'est une deuxième partie du car régie. Tu vois, il y a déjà un deuxième pupitre de mélangeur. Un pupitre, c'est la télécommande qui va commander les flux. Caméra 1, caméra 2, caméra 3. Quand on a un double match, par exemple une diffusion sur France 2 et France 4, on est en capacité d'avoir un deuxième réalisateur, une deuxième équipe qui va travailler en parallèle de la première que tu as vue là-bas. Et on a aussi les collègues qui vont gérer les envois de vidéos. Par exemple, un clip, une boucle, un générique, une belle action. Ils ont un serveur comme finalement un lecteur de cassette et ils vont pouvoir faire play, pause et envoyer les flux. On peut aussi faire des ralentis. C'est ça, je pensais. Tu peux rajouter des ralentis qui sont traités et rajoutés. Exactement, bien sûr. Ouais, c'est bon pour R2. Ok, je te fais un petit générique en même. Ouais.
Ouais, c'est bon pour moi. Ok, petite question, si j'ai un mono gauche, Oui, alors une piste en R2, est-ce que ça te va ou je te le signifie ou il faut faire une repasse? si tu veux, on peut faire un repassement. Bonjour, mais qui êtes-vous? Bonjour, je suis François-Xavier Ballon, l'ingénieur du son du car UM1 pour France Télévisions. Quel est votre rôle ici? Voilà, ici on réalise l'antenne de France Télévisions pour le canal traditionnel HD en stéréo. Pour le nouveau canal mis en place cette année, le canal UHD de France 2. Cette fois-ci, produit en Dolby Atmos. Donc vous faites les deux mixages en même temps et c'est diffusé vers un et vers l'autre? C'est fabriqué ici au même endroit et pour des raisons de sécurité et d'infrastructure même de car, on a la fabrication de la stéréo et du 5.1.4 en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une version stéréo et une version Dolby Atmos 5.1.4 qui est balancée sur la version 4K, c'est ça? Sur le canal UHD, absolument. Oui. Mais c'est du délire. Alors là, comment ça se passe? Parce que j'essaie de me mettre à la place des gens qui nous regardent. Vous recevez du son, on va dire, de multimicros qui sont placés partout. Comment vous le fabriquez en Atmos en temps réel? Les différents mix des différents cours, les différents mix d'ambiance des différents cours sont réalisés par HBS. D'accord. Pour les plus petits en stéréo, pour le Langlen et le Simone Mathieu en 5.1 et pour le Châtrier en 5.1.4. D'accord. Natif. C'est celui-ci qui est Dolby Atmos. Celui-ci est en 5.1.4. Directement fait là-bas? Directement fait là-bas. Ah. On s'est un peu associé Voilà. à eux pour pouvoir produire. On a fabriqué nous le plus 4, puisque eux, au départ ne le fabriquaient pas, pour avoir au moins le Châtrier en 5.1.4 natif. Tous les autres cours passent dans un upmix, de sorte à ce que nous, on puisse délivrer sur le canal UHD de France 2 un 5.1.4 en permanence. Mais il est fabriqué dans ce cas-là? Il est upmixé, absolument. Il est fabriqué, parce que pour les gens qui comprennent, c'est très grand public. Il est fabriqué. Donc, on part d'un signal qui n'est pas à la base en 5.1.4 canaux, qui a été fabriqué là-bas et qui vous est rebasculé ici. Absolument. Donc ici, vous ne mixez pas, en fin de compte, c'est sûr, c'est directement ailleurs. Ici, on ne fabrique pas les sons d'ambiance des différents cours. En revanche, on assemble ces sons d'ambiance à notre multiplex d'édition. Donc ça comprend le plateau d'interview sur la terrasse, ça comprend les différents post-commentateurs que nous avons sur le Châtrier, le Suzanne Langlen et le Simone Mathieu. Et ça comprend également les différents journalistes HF qui évoluent dans les allées pour les différentes interviews. Alors si je vous résume en disant que vous êtes un rassembleur, une gare de triage, c'est un peu ça quelque part, vous rassemblez Il y a ici. un peu de ça, oui. Vous avez des flux stéréo réels, 5.1 réels et 5.1.4 réels. Absolument, absolument. On a vraiment eu la volonté, pour diverses raisons, d'abord des raisons de sécurité. On a vraiment eu à cœur de fabriquer le flux 5.1.4 d'un côté et la stéréo de l'autre. Donc dans la forme, sur notre configuration, à chaque fois qu'on a un élément en stéréo, on y accroche par un système de commande sur la console, on y accroche la version 5.1.4 de sorte à ce que tout suive en parallèle. C'est dingue ça, comme vous n'avez pas de perte de synchro, vous êtes en même temps en synchro avec... ouais, c'est ça, c'est ouf. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un chronogramme d'établi, de sorte à ce qu'à tous les points de la chaîne, il y ait une vraie synchro. C'est ça, c'est quand je vous entends, moi j'entendais perte de synchro en même temps, et c'est là où ça a dû être incroyable. C'est un vrai sujet. C'est la première fois que vous travaillez de la sorte ici, ou déjà l'année dernière c'était comme ça à Roland Garros? Là pour le coup, c'est vraiment la première fois qu'on met en place un double flux de cette manière. Et on a eu la volonté de le faire ici parce que on traite l'habillage de Roland Garros depuis pas mal d'années maintenant avec ces moyens-là. Et on avait à cœur de le déployer ici pour se mettre au plus près du workflow des JO arrivant à grands pas pour nous. Vous allez les gérer ou est-ce que on va le gérer un peu de la même manière, c'est-à-dire que là où on a différents cours ici sur lesquels on bascule, on va basculer des différentes activités sportives qui vont être cette fois produites en 5.1.4 natif pour tous les flux. Tous les flux en Dolby Atmos pour les JO. Les 62 flux produits en natif. 62 flux, ouais. Sur lequel on va switcher et on aura notre plateau en fil rouge au Trocadéro, également produit en 5.1.4 natif. Et donc notre travail va être un peu équivalent à celui-ci, c'est-à-dire qu'on va switcher d'une activité sportive à l'autre, à chaque fois avec une production pour le canal HD en stéréo et une production en 5.1.4 Dolby Atmos pour le canal UHD.
Moi, ce qui me sidère, c'est que j'entends 62 flux en 5.1.4. Ça, c'est étourdissant. Je ne sais pas si dans le monde, on a déjà fait une chose pareille. Non, clairement non. Ben voilà. Clairement non, c'est la première fois. Ouais. On marche sur la Lune, là. Vous allez quelque part, ou même les télés étrangères vont venir vous voir en vous disant mais comment est-ce que vous avez fait ça? Je pense que vous allez avoir des gens qui viennent de la NHK ou... Oui, on commence à être approché par des gens qui font le même type d'activité et qui effectivement nous regardent là pas mal en ce moment et on commence à avoir des vrais échanges toujours très constructifs. Est-ce que vous avez des gens de Dolby qui vous assistent ou maintenant vous n'avez plus besoin de Dolby? Absolument. Si, là pour la préparation de la fabrication de ce nouveau flux, forcément il a fallu mettre en lien les constructeurs de nos encodeurs pour fabriquer ce nouveau flux Atmos avec évidemment les gens de Dolby, oui bien sûr. D'accord. Alors, dites-moi où vous en êtes, parce que vous êtes, pour nous, un professeur devant une drôle de machine. Voilà, alors donc, comme je l'expliquais précédemment, ici on récupère tous les sons d'ambiance de tous les cours. Donc vous voyez que ça va du cours 2 jusqu'au cours 14, le cours Simone Mathieu, le cours Philippe Chatrier, le cours Suzanne Langlaine, en stéréo ou en 5.1 ou pour le cours Chatrier en 5.1.4. Tous ces sons d'ambiance sont mixé à tout notre multiplex de journalistes ici présents, entre le mix de la terrasse, les micros de la terrasse, les journalistes HF, les différents post-commentateurs ici, et tous ces signaux finaux arrivent dans un encodeur, ici, un encodeur géré par la société Younger, où je vais retrouver mon mix stéréo complet de France 2, France 3, France 4, mon mix stéréo inter qui sert à tout le siège de France Télévisions pour les résumés et autres, et après j'ai toute ma partie 5.1.4 qui va alimenter le canal UHD de France 2, et on va observer qu'en fait en piste 15 et 16, c'est là qu'on va mettre notre piste commentée des différents commentateurs, piste qui va être réintégrée par le codeur ensuite dans la partie 5.1.4 chez le client, quand ça arrive chez le client. Donc elle est à part, et puis après on l'intègre directement. Elle est à part, et c'est des métadonnées informatiques qui suivent le flux final, qui va permettre de donner les informations au décodeur chez les gens, pour dire cette partie commentée, on la remet dans l'enceinte centrale. Ça c'est délirant parce que comme ça l'intelligibilité est maximale puisque le dialogue se retrouve en enceinte centrale dans le système Dolby Atmos qui lui est justement atmosphérique. Donc vous permettez une super façon d'entendre des dialogues des commentateurs, c'est dingue. Absolument, oui. Alors c'est quoi ça? Parce que je vois des choses absolument incroyables. Voilà, donc là c'est la partie de l'encodage du Dolby Atmos, et c'est ici qu'on va renseigner les différentes métadonnées que vont retrouver le client sur sa télé au moment où il va décoder le Dolby Atmos avec le nom de la partie 5.1.4. Ici on va renseigner typiquement le nom du mix 5.1.4, et ici par exemple on a la voix 15 qui est donc la partie des dialogues, l'ensemble des journalistes, qui nous va se retrouver dans la piste 15, mais on va la renseigner de sorte que le décodeur chez les gens la retrouve en piste centrale. En piste centrale de dialogue. Absolument. Mais c'est du délire. Même ça, je ne savais pas cette architecture. C'est goldé, hein. C'est énormément stylé. C'est bravo parce qu'en plus ça me rend fier pour vous parce qu'il y a des premières mondiales qui sont en cours quoi ici. C'est ça qui me rend super fier. Ouais, pour le coup, c'est la première Derrière, fois. Ça a l'air de s'agiter un petit peu. Je sais pas, on a fait pas si on a besoin de vous ou pas, mais je pense que dans peu de temps on a besoin de vous. Merci infiniment. Merci, c'est génial. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour Cédric, c'est le son. M'entends-tu bien? L'antenne, nous serons en direct sur France 2 à 14h0 minutes et 18 secondes. Ouais, Cédric, tu peux me dire quelques mots juste à l'antenne? Ouais. Alors, je passe à l'antenne 1, 2, 3. Bonjour à tous. Super. Voilà. Quand je regarde, moi j'ai un petit écho. Ah voilà, super. Ouais, c'est parce que j'avais ma touche enclenchée. Ouais, je vais le monter un peu. Et là, si vous... Le dialogue est en 15 là. Voilà. Et après c'est rassemblé sur le flux Dolby Atmos. Ici, j'ai le monitoring de la partie stéréo qu'on va voir ici. Donc si je déclenche mon générique, là j'ai la partie stéréo. Et en dessous, je monitoring la partie 5.1.4. Et si je l'écoute, et là j'ai la partie 5.1.4. Folie. Bonne émission, bon live, ça va être fabuleux. Merci. Merci aux équipes. Maintenant, on va partir vers la recherche et développement, le labo France Télévisions, pour voir des innovations qui vont certainement, je pense, j'espère, débarquer chez vous dans peu de temps. Hop, je vais monter les marches. On va retrouver Yves-Marie et Jean-Paul dans les hauteurs. Let's go. L'immersion, oh, c'est pas là.
Par là. Ben voilà. Diffuseur officiel. Allez, c'est parti. Alors, on va voir les gars. Ça m'éclate. Ah, ça y est. Regardez où nous sommes. Salut les gars. Ça va? Hello. Ça va? Comment tu vas, Jean-Paul? Très bien. Et toi, Pépé? Alors, dis-moi un peu qui tu es avant qu'on parle à Yves-Marie. Dis-moi où tu es et quel est cet endroit expérimental. Alors ici, on est au RG Lab. Et ce RG Lab, en fait, c'est un laboratoire on met en place chaque année à Roland-Garros. Profiter de ce temps long de la quinzaine de Roland-Garros et être privilégié par France Télévisions étant le broadcaster officiel en France, de pouvoir avoir cet espace ici pour pouvoir montrer un certain nombre de démonstrations, un certain nombre de travaux que nous menons ici à la direction de l'innovation du numérique de France Télévisions sur les nouvelles technologies, essayer de faire de la veille technologique pour essayer d'imaginer clairement quels pourraient être les services que France Télévisions pourrait proposer à son audience dans les années à venir. Donc on essaye de se projeter dans les années, on va dire, probablement jusqu'à de 5 à 10 ans. Carrément. Là, vous voyez, par exemple, carrément la 8K qu'on a déjà menée ici, c'était déjà il y a quelques années, c'était en 2019. T'étais là déjà, en plus. Exactement, c'était déjà il y a 5 ans et on voit à l'heure actuelle que c'est pas vraiment encore en place. Ne serait-ce que même l'Ultra HD, ça débarque maintenant alors que les premiers tests d'Ultra HD ont été menés aussi ici. C'était en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Tu sais que les gens n'ont même pas compris ça, parce que quand on a fait l'émission avec toi et avec Bernard Fontaine il y a 5 ans, les gens, en vous entendant, on dit, bah ça y est, la 8K est là, ça va arriver. Et donc on est 5 ans après, et on commence à faire débarquer l'UHD, tu sais, pour le public, c'est incompréhensible presque. Tout à fait. C'est parfois difficile à expliquer aux gens quel est l'intérêt de ce genre de technologie, mais il ne faut pas oublier que les industriels, eux, c'est un train qui n'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, donc il faut essayer de suivre, monter dans ce train pour essayer justement de bien comprendre ces technologies et pour voir comment elles vont pouvoir s'appliquer dans le futur pour nos téléspectateurs et puis aussi pour tous les métiers de France Télévisions. Et c'est pour ça qu'aussi ici on invite beaucoup d'internes pour qu'ils puissent voir ces technologies, pour qu'ils puissent s'en emparer plus tard. C'est génial. Alors là, tu vas nous expliquer pas à pas, parce que là je vois un multicours, le Quest 3, donc vous avez de la réalité virtuelle. Il y a Yves-Marie qui a déjà l'Apple Vision Pro, on va parler tout à l'heure. Donc on va vraiment faire une séquence que moi je trouve délirante, c'est celle du futur chez vous. Là on commence avec quoi? Je vois tennis et spatial computing. Alors, tennis et c'est en gros le filigrane de cette année du RG Lab. Le spatial computing, c'est un peu un mot valise qui a été introduit par Apple pour surfer un peu sur son casque. Et du coup, on s'en est un peu emparé, mais gros, c'est globalement quoi? C'est la réalité mixte, toutes les nouvelles interfaces virtuelles qui vont être mises en place grâce à ces casques qui ont la capacité donc de filmer le monde réel et de pouvoir superposer des éléments 3D par-dessus. Et grâce à ça, on s'interroge donc bien sûr aux différentes nouvelles interfaces et aux nouveaux services qu'on pourrait proposer à nos téléspectateurs. Et c'est très intéressant parce que ces interfaces apportent une accessibilité aux casques de réalité virtuelle qui est absolument nouvelle, puisque au lieu d'être isolé dans son casque de réalité virtuelle, maintenant on voit le monde extérieur et on peut interagir directement avec des applications tout en gardant un œil sur ce qui se passe autour de nous. Explique-moi justement, parce que là je vois des extraits du Quest 3, donc les gens, par exemple, là on est dans le Quest 3, c'est alors, ça? Tout à fait, alors ça c'est typiquement un service qu'on pourrait proposer probablement dès l'année prochaine, si on le souhaitait, si les éditeurs ont envie d'investir dans ce genre de technologie, c'est de pouvoir regarder Roland-Garros confortablement installé dans son canapé et pouvoir visualiser sous forme d'écran virtuel et de multiples écrans virtuels, de pouvoir suivre en direct différents matchs de Roland-Garros. Et en plus, on a la possibilité d'avoir le son uniquement de l'écran qu'on regarde. Donc, il y a un système qui permet de détecter quel écran on regarde et envoyer le son uniquement. Voilà, exactement. Et on a là devant nous une carte de Roland-Garros. On a juste physiquement, et c'est là que ça devient intéressant sur les interfaces naturelles, c'est qu'on a virtuellement une carte de Roland-Garros, mais qui va simuler des boutons physiques qu'on peut appuyer pour déclencher justement le cours qu'on souhaite regarder. Donc voilà, donc c'est une proposition d'un service qui pourrait arriver très prochainement sur les casques Quest 3 que France Télévisions pourrait proposer pour des événements sportifs tels que Roland-Garros, mais ça pourrait être d'autres événements sportifs. Mais si on se projette dans le futur, parce que bon, un casque devant les yeux, ça reste quand même un peu contraignant. Si on se projette dans le futur, on peut imaginer que ce genre de device vont être réduits à une simple paire de lunettes. Voilà. On pourrait tout à fait avoir ce genre de service très facilement et en continu n'importe où. Mais Jean-Paul, le truc, c'est, je te coupe un peu la parole
là-dessus parce que là, le public regarde. Le public est habitué à avoir un téléviseur, n'a pas voulu des lunettes 3D. Tu le sais, la 3D a été un échec. Et là, donc, toi, ce que tu vois, c'est un avenir où, malgré tout, à l'intérieur de cet avenir, on trouve ce type de produit où on remet un accessoire. On est bien d'accord. C'est-à-dire que le public peut ou pourra avoir l'accessoire qui permet d'avoir du multicours. Mais est-ce que c'est pas plus simple de le faire sur un téléviseur avec un bouton et tu passes d'un cours à l'autre avec un double flux, triple flux? C'est pas possible techniquement? Bah bien sûr. D'ailleurs, on l'avait fait en 2020. On avait proposé justement un service où on pouvait avoir du multicours, où on pouvait switcher super rapidement d'un cours à un autre sans transition, voilà. Où c'était complètement seamless. Bien sûr, mais là l'avantage c'est que on peut faire ça n'importe où. Je suis en train de faire à manger dans ma cuisine. J'installe 2-3 écrans devant moi et tout en préparant le repas du soir, je peux me permettre de regarder avec un petit coup d'œil à gauche, un petit coup d'œil à droite, de regarder les différents matchs qui me plaisent. Alors bien sûr, ça s'adresse probablement aux fans de sport. Faut pas se leurrer, probablement que des gens qui sont néophytes dans le sport vont se dire ils vont se contenter de leur télé, mais les fans de sport, je pense que ça peut vraiment les intéresser. Bah écoute, en tout cas c'est formidable parce que moi j'aime beaucoup le Quest 3. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs qui existe, tu le sais, et là cette application je la trouve absolument géniale. L'idée me plaît énormément. On continue, Jean-Paul? Oui, alors tout à fait, et ici je te présente une autre application. Ici on a essayé de réfléchir déjà aux différentes interfaces naturelles. Alors là c'est une application qui s'utilise directement avec les mains, donc tu peux interagir avec des objets 3D qui sont virtuellement positionnés dans ton salon. Imagine, ça peut être intéressant aussi pour la sponsorisation, par exemple mettre de la publicité sous forme d'objets 3D, des bouteilles de Perrier qui sont autour de toi. Il y a un côté très fun qu'on essaye de mettre en place avec différentes activités que tu peux activer au sein de chez toi. Donc tu as la vidéo volumétrique qu'on voit là, donc tu fais apparaître un joueur de tennis qui pourrait typiquement présenter des gestes techniques qui ont été capturés donc avec la vidéo volumétrique, offrant un réalisme vraiment incroyable. Un écran 3D qui se déploie depuis ton plafond, un écran 3D géant, hein. On parle de là de diagonale que tu peux simuler de plusieurs 2 mètres. Hein. Bah c'est ça. Le Vision Pro permet des trucs qui vont jusqu'à 3 mètres en sensation. Là tu es libre d'imaginer ce que tu veux dans ton salon. C'est-à-dire que ta télé que tu as, qu'elle fasse 32, 40 pouces ou 50 pouces, tu peux la remplacer par un écran virtuel à ta guise que tu peux placer absolument où tu veux dans le salon, qui ne gêne pas ta décoration quand tes invités viennent chez toi. Mais c'est un plaisir solitaire, Jean-Paul. C'est ce que je reproche à ce truc-là. C'est quelque part, c'est dans le plaisir solitaire. Il n'y a pas de partage avec les gens. Solitaire, oui et non. C'est-à-dire que si on se projette dans un futur où on a tous ces devices, cet espace pourrait être... Tout le monde a ça? Non, bien sûr. Nous, ici, on se projette dans le futur. Bah ouais, c'est toujours ici d'essayer d'imaginer ce que le futur va pouvoir nous amener. Et si on se projette dans un futur où tout le monde a un device, mais beaucoup plus léger, hein, j'entends. Paire de lunettes transparentes. Voilà, avec un espace virtuel qui est totalement synchronisé entre les personnes, eh bien, tout le monde pourrait en profiter. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, le Quest 3 propose des fonctionnalités de partage d'espace virtuel, où 2 personnes qui auraient le Quest 3 pourraient partager exactement le même espace virtuel, que ça soit chez toi, et voir comment tu intègres une décoration virtuelle dans ton salon. Ah oui, comme pour le gaming, on peut jouer à plusieurs. Mais c'est un outil incroyable. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Vision Pro, tu le sais, pour des raisons d'Apple. Mais le Quest 3 reste une bête de compétition. Hein, pour moi, le Quest 3 reste le produit grand public le plus adapté à tout à chacun. Clairement. Je crois que les fans d'Apple attendent ce moment avec impatience, mais ils adorent aussi le Quest 3, j'en suis sûr. Yves-Marie, ça va? Ouais, ça va et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi de te voir, même tu me vois de façon particulière, on voit le retour image. Donc toi, tu as le Vision Pro, le fameux Vision Pro, The Vision Pro. Voilà, j'ai le fameux Vision Pro. Et donc ici, en fait, on va proposer une expérience qui est au final assez similaire, hein, parce que ça reste un casque de réalité virtuelle, on en fait des caisses, mais c'est un casque de réalité virtuelle, donc je vois le monde autour de moi et je rajoute de la 3D. Et donc en fait, ce qu'on a dans cette expérience, c'est quelque chose de similaire où je peux avoir, comme on a vu sur le premier casque, un multicours. Donc là, j'ai la carte 3D de Roland-Garros devant moi et je peux cliquer sur les différents écrans qui sont en direct et ça me permet d'avoir en fait le match, tout Roland-Garros et le match que je veux devant moi. Et là, en fait, l'avantage, c'est qu'on profite de la qualité vidéo d'Apple qui est sensiblement supérieur. Le prix aussi. Et le prix aussi. Après voilà, on dit souvent le casque a un écart de 10 fois de prix entre les deux casques. Ouais, 7 fois. 7 fois, mais le casque est pas 7 fois mieux. Mais il est quand même mieux. Hein. C'est pour quand on aime la vidéo, il est quand même assez sympa. Et je vais te montrer un autre truc aussi. Ouais. Donc là, j'ai de la vidéo en 3D parce que un casque, vu qu'on a 2 écrans, on peut voir de la vidéo en 3D. Et une autre expérience qu'on avait faite,
c'est ici en fait, on a utilisé de la motion capture d'un vrai match de Roland Garros. Donc là, j'ai mes joueurs devant moi. C'est dingue. Qui ont été captés. Ils avaient 22 points de tracking sur chaque joueur. Oh là juste là avec là. de la vidéo. Hein. Ils n'avaient pas de tenue de mocap, etc. Et en fait, ce qui me permet en fait d'avoir le match en 3D devant moi et le match en vidéo juste à côté. Ce qui fait que si je veux, je peux aller me rapprocher, je peux voir les mouvements des joueurs plus précisément, et j'ai le terrain devant moi que je peux poser, je sais pas, sur ma table basse, sur la table de mon salon, à côté de moi, comme on veut en fait. Et donc voilà, et on a remarqué aussi, je navigue avec mes yeux et un petit clic, j'ai pas besoin de manette. Et qu'est-ce que je peux te proposer ? Je peux te proposer quelque chose de similaire, mais un peu plus mignon, avec des petits personnages un peu chibi, quand on a moins de données. Parce que voilà, générer des données, c'est pas évident. Hein. On n'a pas forcément tout le temps le squelette complet des joueurs. Des fois, on a juste leur position et la tracking, la trajectoire de la balle. Bah, on peut faire des choses plus mignonnes ou plus simplifiées, mais peut-être pour des cibles un peu différentes. En tout cas, on peut créer plein de choses avec de la 3D ajoutée à la vidéo. Les garçons, là, si vous aviez une blouse blanche du professeur de Retour vers le futur, c'est la même chose parce que les gens vous voient et se disent, mais après tout, ces produits existent. Mais c'est pas pour ça existe, mais ça, ce qui est derrière, c'est pas pour nous. Est-ce qu'il y a en effet une réalité technique envisageable pour l'avenir ? Bah, tout à fait. Ici, on fait pas des PowerPoint comme dirait mon chef principalement. On fait des vraies preuves de concept. Mais la différence, c'est que ces preuves de concept, déjà, elles sont développées par nous. Hein. Yves-Marie et moi, on a fait tous les développements sur les Quest et sur l'Apple Vision Pro. Ah mais carrément. Et du coup, on développe ça avec nos compétences certes d'ingénieurs, mais on n'est pas des développeurs de jeux vidéo en particulier. Mais malgré tout, donc ces technologies sont très accessibles et on peut tout à fait imaginer que ce genre de services pourrait arriver très très prochainement dans les casques de réalité virtuelle à disposition de notre audience. Il suffit juste que les éditeurs aient envie de s'emparer de ces technologies. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est très important qu'on fait ici, puisqu'il doit acculturer nos éditeurs afin qu'ils comprennent bien ces technologies. Évangéliser même. Exactement. Évangéliser les garçons. Et on espère, nous, au fond de nous, que ce genre de technologies sont pas vaines et qu'elles vont arriver pour tous les téléspectateurs de France Télévisions. Et une des cibles qui est très importante pour nous, c'est d'essayer de rajeunir notre public qui se détache tout doucement du monde de la télévision et essayer de les ramener vers France Télévisions. Vous avez Twitch France Télé aussi pour le faire. On commence à faire Twitch et d'ailleurs c'est marrant que tu en parles parce que un des premiers Twitch, quasiment les premiers Twitch qui ont été faits à France Télévisions, c'est notre équipe ici qui avons mis le pied à l'étrier en prenant du matériel du monde du stream avec des ordinateurs grand public et on l'a appliqué ici à France Télévisions alors que pourtant on pourrait penser que France Télévisions avec leurs moyens colossaux en termes d'audiovisuel avec toutes leurs caméras, leurs studios, et ben c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Alors nous, équipe d'innovation, on a décidé de les faire, ces premiers Twitch, et maintenant les éditeurs s'en emparent et commencent à justement réfléchir à plus long terme, à mettre les moyens conséquents pour pouvoir faire ces émissions Twitch. Et d'ailleurs, il y a une quotidienne ici qui est avec Rivenzi, je crois. Exactement. Mais voilà, c'est mon pote Rivenzi. Et donc c'est nous qui les avons entre guillemets inspirés, en tout cas guidés pour arriver à faire ça. Dans tous les cas, c'est des super bonnes idées. Et moi, ce qui me faisait un petit peu tiquer, c'est que j'étais là il y a 5 ans et que tout n'est pas encore arrivé. Donc j'espère, mais de tout cœur, parce que moi je suis un fan de ça, que ça va arriver dans les années à venir et que ce n'est pas un moment où les gens disent bah ça a l'air d'être super, mais malheureusement c'est pas pour nous. J'espère pour vous que vraiment l'industrie va s'emparer de ça, les éditeurs, et qu'on pourra avoir ça pour les gens qui le veulent sur un Quest. Ça serait vraiment génial. Bien, il y a quand même certaines choses qui commencent à arriver. Par exemple, typiquement, France Télévisions fait de la coproduction sur des applications en réalité virtuelle. Donc c'est déjà un premier step de se dire que France Télévisions est en train justement d'intégrer ces nouvelles technologies et d'essayer d'aller sur ces nouveaux marchés, d'aller sur ces nouveaux supports pour toucher toujours un public un peu différent. Jean-Paul, il y a encore des choses à voir parce que je vois un truc bizarre là sur l'écran. Alors ici, là, tu as une expérimentation de production virtuelle. Alors tu vas me dire, c'est pas très innovant la production virtuelle, on connaît ça. Hein. Oui. Mais ici, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on mélange des technologies qui ont une certaine innovation. Alors déjà, premièrement, on utilise des systèmes de tracking entre guillemets low cost, donc c'est pas nouveau en tant que tel, mais dans le monde de la télévision c'est pas du tout utilisé ça, mais du coup ça offre des performances relativement intéressantes. Donc c'est le ViveMars d'HTC qui est un système qui permet de faire de tracking à 5 000 €. Alors peut-être pour les studios de télévision ça ne devrait pas être utilisé, mais pour des émissions numériques où tu as un budget beaucoup plus limité, ça pourrait te permettre de faire des séquences en réalité augmentée ou en réalité mixte de manière très simple.
et avec un budget très très limité. Mais là où nous on a apporté un peu de technologie innovante, c'est notamment sur le décor de fond. Donc là, tu es filmé sur fond vert et on incruste un décor virtuel, mais ce décor virtuel n'a pas été reconstitué. Donc tu constates que c'est le cours Philippe Chatrier qui a été finalement capturé, et tu le vois, il est très très, très photoréaliste, et il a été capturé grâce à la technologie du 3D Gaussian Splatting, qui est une technologie qui fonctionne relativement similaire à la photogrammétrie, hein, c'est-à-dire tu prends plein de prises de vue d'un lieu, et tu assembles. Ensuite, tu passes ça dans une moulinette logicielle, et tu récupères un modèle 3D, mais tu vas récupérer un modèle 3D qui est conventionnel, c'est-à-dire sous forme de polygone. Alors, la technique, c'est quoi au final pour la captation? Une fois que tu as fait ta prise de vue, le logiciel va reconstituer un nuage de points du lieu, et chaque point en fait va devenir une petite tache de couleur plus ou moins transparente, et une fois que toutes ces petites taches vont être superposées, va t'offrir ce rendu là. Mais la caractéristique vraiment intéressante derrière, c'est que c'est en capacité de capturer comment la lumière va se comporter sur les différentes surfaces, et ça c'est vraiment très très novateur. C'est parce qu'au général c'est là où ça merde. Voilà, c'est là où ça va offrir un résultat qui est vraiment extrêmement réaliste, dans la mesure où la photogrammétrie va te fournir une vue statique de la lumière qui est dans le lieu que tu vas scanner. Ici, tu vas vraiment avoir, en fonction des mouvements, par exemple, si tu as des surfaces métalliques, si tu as de la transparence, tout ce genre de choses, la réflexion, la diffraction, tout ça va pouvoir être capturé et offrant ainsi un réalisme vraiment incroyable. Bah alors Pépé, là, tu vois, le truc intéressant aussi, c'est que tu as la coupe dans les mains, on est en réalité augmentée, tu peux la déplacer, et tu es le vainqueur de Roland-Garros cette année avec la coupe des mousquetaires. Et comme ma caméra est traquée et que tout est parfaitement synchronisé, bah, je peux déplacer la caméra et c'est parfaitement intégré dans le décor. C'est génial. J'ai jamais rien gagné de ma vie, mais là j'ai gagné une coupe. C'est fabuleux. Elle est belle. Ah mais c'est superbe, je suis très très content. Merci les garçons. Oh là là, c'est top. Maintenant tu peux te retourner vers moi, Yves-Marie, pour voir ce que j'ai dans la main réellement. Ça. C'est ouf. Merci. Merci les gars. Super, merci, au revoir. Ciao. Mais c'est fini ou quoi? Ou bien? Eh oui, la visite est terminée. C'est génial, j'étais très très content, mais merci de ce que nous a permis de faire, parce que je pense que c'était vraiment un cadeau quoi. Ah, merci à toi d'être venu, hein. Très sympa de montrer ça à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Et alors, à propos de bienvenue, est-ce que par hasard, les JO, vous occupez de ça ou pas, vous, France Télé? Eh oui, les JO diffusés en ultra haute définition cet été, donc Pépé, tu es le bienvenu pour voir le dispositif exceptionnel qui va nous permettre de produire ces Jeux Olympiques. Donc il y aura en effet une vidéo sur la chaîne pour les JO, dans les coulisses des JO, grâce à Yannick et aux équipes de France Télé. Moi je dis merci. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.